À la une ce soir. Mon arrivée, ça correspond à un changement d'approche, un changement de style, de leadership. Christine Fréchette prend ses distances de François Legault. La CAQ change de nom. C'est un pari quand même risqué de tout miser sur une personnalité. Nouvelle image et aussi nouveau visage. La sœur de Gaby Renault se porte candidate. Rachel Renault, quelle immense responsabilité, mais surtout quel immense privilège. Aussi ce soir, certains produits vous coûteront moins cher en épicerie. La baisse de TVQ entre en vigueur. C'est pas énorme, mais c'est pas rien. Hein. C'est quand même assez rare qu'on voit un gouvernement éliminer une taxe. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mercredi tout le monde. La CAQ change de nom à quelques semaines du déclenchement des élections provinciales. Le parti devient Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Ça marque une coupure nette avec la François Legault. Mais est-ce que cette stratégie va permettre à la CAQ de remonter dans les sondages? Lily Mercure. La CAQ a été rebaptisée Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. C'est un changement qui a été autorisé par le directeur général des élections au cours des derniers jours. Mon arrivée, ça correspond à un changement d'approche, un changement de style, de leadership. Et je pense que c'est normal de changer le nom. Le nom portait le nom de M. François Legault. Alors, voilà, maintenant, il est associé à mon nom. Ça s'inscrit dans le virage qu'on fait au niveau de la gouvernance et au niveau du leadership. Je trouve que c'est très bien pour Mme Fréchette. Je trouve qu'elle fait un très bon travail. Ben, ça change rien pour moi. Je ne voterai pas pour elle, de toute façon. Lors des dernières élections, le parti s'appelait Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Le changement de nom pour Christine Fréchette fait une coupure avec le fondateur du parti. Même sur le site web, Équipe Christine Fréchette est mis de l'avant, tandis que Coalition Avenir Québec est relayé au bas de la page. Un pari quand même risqué de tout miser sur une personnalité. Mais je pense personnellement, d'un point de vue communication, c'est le bon pari parce que Christine Fréchette, les gens n'ont pas encore suffisamment d'opinion à son sujet. Donc, ils ont un préjugé favorable en général. Elle a une bonne notoriété. Est-ce que vous pensez que ça va l'aider pour les prochains... Non? Non. Comment ça? Parce que c'est la CAQ. Oui. Ça reste la CAQ. Même s'ils sont détachés de François Legault. Elle veut se détacher de François Legault, mais tout le reste sont encore là. Puis quand tu nommes un parti politique après ton nom, c'est vraiment un peu trop pour ça, pour l'ego. Le fait que ça soit personnalisé à une personne particulièrement, je suis pas sûr que ça me donne le goût de voter. Quand on fait ça au municipal, pourquoi qu'on peut pas le faire au provincial? Écoutez, je sais qu'il y a eu l'équipe Denis Coderre. Là, c'est l'équipe Christine Fréchette. Mais ça ne m'a pas plus donné le goût de voter pour Denis Coderre. Puis là, ça ne me donnera pas plus le goût de voter pour Christine Fréchette. Parce que souvent, on vote pour un parti et pas pour la personne. Le vote pour la Coalition Avenir Québec était excessivement, intimement lié à l'appréciation de François Legault. Et donc, quand le chef est populaire, le lien est fort pour le vote pour la CAQ, mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que si la relation elle est très, très forte, quand le chef n'est plus populaire, les gens votent moins pour ce parti-là. Alors, je suppose que dans ce cas-ci, on espère que la cote de popularité de Christine Fréchette augmente. La première ministre a d'ailleurs présenté 2 nouvelles candidates pour les élections de cet automne. Il s'agit de Julie-André Numainville et de Rachel Renault, la sœur de Gaby Renault, qui a été victime d'un féminicide l'automne dernier et à qui on doit la loi pour protéger les victimes de violences conjugales. Il y a présentement 73 candidats qui vont se présenter aux élections de l'automne 2026. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Salut Victor. Salut Marie-Claude. Alors, on a un sujet vraiment parfait pour toi, de voir la CAQ qui devient Équipe Christine Fréchette. Qu'est-ce que ça te donne comme indice? C'est très intéressant, le changement de nom, Marie-Claude, parce qu'on n'est pas seulement dans le changement de nom, mais on est dans le changement d'ordre aussi. Hein. La Coalition Avenir Québec s'appelait officiellement Coalition Avenir Québec, équipe François Legault. Quand François Legault quitte, on l'appelle Coalition Avenir Québec. Et maintenant, on l'appelle équipe Christine Fréchette,
Trait d'union en coalition, François Legault. Donc, ça répond à quoi? Ça répond d'abord à ce besoin de Christine Fréchette de faire oublier le fait que c'était le parti de François Legault, de faire oublier que ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir. Et pour le parti, ça permet aussi de mettre en valeur son principal atout. Parce qu'on va se le dire, Christine Fréchette est actuellement le meilleur atout de la coalition Avenir Québec. On a vu le taux d'insatisfaction qui a diminué. On a vu que les Québécois ont quand même apprécié les dernières semaines avec elle. Donc, clairement, ici, on essaye de faire du marketing politique en mettant le nom derrière ce qui pourrait nous aider à remporter le plus de sièges. Est-ce que ça ne vient pas aussi effacer le fait qu'elle a perdu quand même de nombreuses grosses pointures? Équipe Christine Fréchette sans les autres piliers? Mais il faut dire que les pointures qu'on a perdues étaient celles de l'équipe de François Legault et non pas celles de l'équipe de Christine Fréchette. Donc oui, ça rentre dans tout ce narratif de renouvellement. Donc Mme Fréchette cherche à incarner le changement avec le même espèce de coquille, mais lorsqu'on veut incarner le changement, on doit aussi le faire dans l'esthétique. Et attendez-vous à ce que, par exemple, les pancartes mettent plus en valeur équipe Christine Fréchette que le nom Coalition Avenir Québec, et peut-être même dans tout le restant des publicités. Puis toi qui es un spécialiste des relations publiques, de l'image, est-ce que c'est un bon coup? C'est un excellent coup. Je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner justement parce qu'on va coller l'image de Mme Fréchette, qui est une image positive et quand même assez renouvelée, à celle d'un parti qui va arriver avec de nouveaux visages et de nouveaux noms. Donc c'est là où est-ce qu'on peut espérer incarner un certain changement. On a parlé beaucoup des départs, pas beaucoup des nouveaux candidats. Il y a une nouvelle candidate, la sœur de Gaby Renault, avec l'arrivée de cette nouvelle loi pour mieux protéger les femmes, entre autres dans les cas de violence conjugale. Est-ce que Rachel Renault, qui se joint à la CAQ, ça aussi, c'est un bon coup? C'est un excellent coup parce que Rachel Renault incarne cet engagement profond à lutter contre la violence conjugale. On le rappelle, Rachel Renault qui avait pris ce bâton de pèlerin de la loi Gaby Renault après le triste décès de sa sœur pour s'assurer que les femmes aient accès aux dossiers criminels de leurs conjoints. Donc, une politicienne de conviction. Une politicienne de conviction, une politicienne de cœur. Il faut dire aussi que c'est quand même une annonce particulière parce que Mme Fréchette arrive à attirer quelqu'un qui, on le voit dans les images, avait principalement été appuyé par Rouba Gazal de Québec solidaire au début. Et j'imagine que du côté de Québec solidaire, on a peut-être une certaine... crotte sur le cœur? Mais une déception de voir qu'elle choisit un autre parti. Pour Mme Fréchette, ça démontre une chose. Elle est capable d'attirer des gens nouveaux en politique, mais elle est aussi capable de montrer qu'elle donne des résultats. Parce que si Rachel Renault est candidate, c'est parce que Christine Fréchette a livré la marchandise sur ce sujet-là. Merci, Victor. Bonne journée. À demain. À demain. Maintenant, il y a du nouveau dans le dossier de la mission de l'Esprit Saint dans l'Anaudière. Nouveau Info a appris que des constats d'infraction ont été remis à 5 mères faisant partie du mouvement religieux. Ces femmes sont accusées d'avoir exploité illégalement un établissement d'enseignement privé sans permis. Rappelons que dans le documentaire de ma collègue Marie-Christine Bergeron, on découvrait entre autres qu'on enseignait aux enfants que la terre était en forme de poire. À 22 h, on va en discuter avec une ancienne membre de la mission. Depuis ce matin, les Québécois peuvent constater une baisse de prix sur de nombreux produits, de la crème glacée au beurre granola en passant par le papier hygiénique. Le gouvernement a aboli la TVQ sur plusieurs items. Alors, quelle est la différence dans vos poches? Juliette Poirot. C'est officiel, vous n'avez plus à payer la TVQ sur une panoplie de produits à l'épicerie, une mesure qui coûtera environ 100 millions de dollars au gouvernement du Québec par année et qui ferait économiser moins de 100 dollars par famille en moyenne. C'est sûr, c'est un rabais. On prend tout ce qu'ils peuvent nous donner. Tant qu'on peut économiser. Ça devrait peut-être être même sur tous les produits d'alimentation. Parmi les produits visés, on retrouve les desserts glacés individuels tels que les crèmes glacées, le yogourt glacé ou les sorbets, les pâtisseries et produits de boulangerie tels que les beignes, les biscuits, les muffins, mais seulement en portions individuelles ou en paquets de moins de 6 unités. Les desserts prêts à manger tels que les mousses, la gélatine ou les desserts fouettés en portions individuelles, les fruits et légumes préparés tels que les salades de fruits, les plateaux de fruits coupés et les plateaux de légumes prêts à servir, les collations telles que les noix, le granola et les barres de céréales et finalement le papier de toilette et les mouchoirs en papier. Il faut voir l'application de la mesure aujourd'hui comme étant un pas dans la bonne direction. On aide les citoyens, dans le fond, à avoir un peu plus de marge à manœuvre pour s'acheter des produits qui sont essentiels, l'alimentation et certains produits en dehors de l'alimentation. Ce choix de produits n'est pas anodin. Il permet de rendre plus cohérents les prix de ces produits à l'épicerie, en plus de viser des produits qui sont davantage consommés par des personnes à faible revenu ou les personnes âgées, entre autres. On cesse de se discriminer contre certains produits et contre certains groupes démographiques, donc les gens âgés, les gens qui consomment peut-être moins de nourriture, là, parce qu'on parle de collation, finalement. Là. Il y a plusieurs produits qui étaient taxés parce que ce n'était qu'une collation, tandis que si on achetait
mettons 2 ou 3 muffins, bien, c'était pas taxé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'acheter 2 ou 3 muffins. Et ça permet de corriger aussi une incohérence pour les consommateurs. C'est pas tout le monde qui comprenait pourquoi le même produit, s'il était individuel, en paquet de 5 ou en paquet de 6, la taxation ne s'appliquait pas de la même façon. L'abolition de la TVQ est tout de même un casse-tête pour les commerçants qui doivent changer des centaines, voire des milliers d'étiquettes sur les tablettes ou bien ajuster le prix à la caisse. On se retrouve souvent dans des situations où vous avez de grands groupes qui ont les moyens humains, les moyens technologiques de mettre ça rapidement. Et pour les plus petits commerces, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, le laps de temps est vraiment important. On avait demandé entre 5 et 6 semaines. On a eu 7 semaines pour la mettre en place. Ça devrait être normalement correct pour l'ensemble des commerces au Québec. Mais ça prend toujours naturellement un temps de rodage. Il est à noter par contre que la TPS fédérale sera toujours appliquée sur ces produits et que l'abolition de la TVQ ne s'applique que dans les commerces de détail et pas dans les restaurants. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire maintenant, différents corps de police mènent des enquêtes depuis déjà plusieurs années pour mettre fin à l'extorsion dont sont victimes des bars, des restaurants dans le Grand Montréal, mais aussi à Laval. On sait plus récemment, au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux commerces qui ont été ciblés. On pense entre autres à des incendies criminels, mais les policiers, entre autres de Laval, se butent trop souvent au silence des commerçants. Alors, comment régler tout ça? On en parle avec notre collaborateur Yannick Dion, ancien directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Bonsoir, Yannick. Salut, Marie-Claude. Bon, juste pour bien comprendre le phénomène, c'est quoi exactement l'extorsion? Comment ça fonctionne? C'est le principe du pidio inspiré par les Italiens, la mafia italienne. Donc, c'est dans le fond un racket de protection, une taxe de protection là, qu'on demande aux commerçants pour apparemment les protéger contre des menaces éventuelles. Alors, on sait que c'est tout à fait faux. Là. C'est vraiment pour leur extorquer de l'argent. Les extorsions peuvent aller jusqu'à 10 000 $ par mois. Donc, pour les commerçants, ça peut être vraiment problématique. Puis, il y a tout un enchaînement là, de menaces potentielles. Donc, ça peut aller des méfaits, des tirs dans les vitrines de commerce, comme on a vu là, dans les médias dans les derniers mois. Il peut y avoir des incendies criminels, des menaces sur la famille. Donc, il y a toute une panoplie là, de menaces ou d'actes criminels qui sont commis. C'est ça, ça va très loin. Oui. De ce que je comprends, c'est que c'est compliqué pour les commerçants de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de représailles? Oui, la peur est là, évidemment. C'est une peur légitime. Hein? Quand votre commerce est menacé, quand votre famille est menacée, évidemment, on pense toujours que le silence, ça va être la meilleure protection, alors que c'est tout à fait le contraire. Là. Malheureusement, quand on se mure dans le silence, bien, on n'aide pas les policiers à aller de l'avant dans la poursuite des enquêtes, puis surtout avoir des témoignages qui sont très, très pertinents, des détails d'enquête qui peuvent nous mener justement à pouvoir avoir des accusations pour arrêter les auteurs de ces actes-là. Alors, évidemment, la peur est là parce que les menaces sont constantes, mais les policiers l'ont mentionné aujourd'hui dans différents articles. Ils font un appel au public, un appel aux commerçants. C'est pas nécessairement de dénoncer de façon officielle, mais il peut y avoir des rencontres confidentielles, il peut y avoir des appels qui sont faits à la ligne Infocrime, entre autres. Les policiers vont prendre toutes les informations qui vont leur être transmises pour être capables de poursuivre leur enquête et avancer dans leurs enquêtes. C'est très, très important que les gens comprennent ça. Et mettre un terme à ce cercle vicieux-là, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Sans le témoignage de victimes. Puis, vous savez, les commerçants, des fois, quand ils ont fait un paiement ou pour cette taxe-là, ils pensent qu'ils font partie de l'infraction. Alors, les policiers le rappellent. Ces gens-là sont considérés par les forces de l'ordre comme des victimes. C'est bon de le rappeler. Tout à fait. Merci beaucoup, Yannick. Oui. Bonne soirée. Au revoir. En Ontario, maintenant, une centaine de feux de forêt sont toujours actifs. Un ordre d'évacuation obligatoire a été émis pour des secteurs du nord-ouest, dont plusieurs communautés autochtones. Et regardez ces images saisissantes. Un train du CN a même été encerclé par les flammes. Heureusement, l'équipage et les passagers sont sains et saufs. La fumée s'est propagée dans toute la province à 8 heures ce matin. Toronto affichait d'ailleurs la pire qualité de l'air au monde, selon l'organisme Q-Air. Cette situation pourrait durer encore
plusieurs heures. On se déplace maintenant à Sherbrooke. Une équipe de la Patrouille verte est déployée pour une première fois dans les parcs. Le but est d'évaluer leur état de santé. Ce projet, qui fait partie du plan Nature, va permettre de recueillir des données pour protéger les parcs et les milieux naturels, tout en sensibilisant les citoyens. Marc-Antoine Mailloux. La patrouille, c'est un moyen là, de vraiment aller sur le terrain, de rencontrer les citoyens, d'aller voir nos milieux naturels aussi, puis de faire la sensibilisation. Puis en même temps, ça donne une expérience intéressante là, pour des stagiaires là, de l'université. Une journée typique, on commence au bureau, on se fait un petit plan de notre journée, voir sur quel parc on veut aller, c'est quoi un petit peu notre objectif de la journée, parce qu'à travers ça, on a aussi d'autres petits mandats. On fait vraiment l'état des lieux, l'état de santé des parcs de la ville de Sherbrooke. On va regarder plusieurs choses. Autant, mettons, ce qui est la perturbation anthropique. Quand on fait le périmètre, on regarde si les voisins dépassent sur le terrain du parc. On va regarder aussi s'il y a des sentiers informels, des gens qui créent des sentiers parce que ils veulent se rendre à quelque part qui ne sont pas supposés. Oui, il doit avoir un informel. Oui, je vais le rentrer dans Field Maps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont observées, comme on s'y en attendait. Ce qu'on remarque souvent, c'est beaucoup les sentiers informels et les espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment les deux choses plus problématiques qu'on remarque. Puis il y a aussi, dépendamment du parc, quand il est vraiment centré dans un quartier, connectés sur des terrains de résidents. C'est souvent là qu'on va avoir de l'empiètement aussi. Il y en a qui s'installent pas mal sur le parc et qui en profitent. Et les espèces envahissantes, est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes? On parle souvent de roseaux communs, ce qu'on voit sur les bords d'autoroute. Il y en a pas mal partout. Sinon, il y a la renouée du Japon aussi. Nerf brun, Bourdon, il y en a dans quasiment tous les parcs aussi. Les gopotes podagraires. Souvent, les gens connaissent un peu moins celui-là. On a vraiment de petites plantes qui vont au sol jusqu'à des arbres. On a de l'érable de Norvège également qu'on retrouve dans certains parcs. Donc, c'est ça. On a vraiment pour toutes les strates possibles, on va avoir des espèces exotiques envahissantes. C'est plus une préparation à de la sensibilisation. Donc, nous, en faisant l'état des lieux, on peut voir un petit peu sur quoi il faudrait sensibiliser les gens. Ça va pouvoir être un mandat pour les prochaines fois. En fait, on va faire une espèce d'état de la situation générale de l'ensemble des parcs et on va prioriser les actions pour s'assurer qu'on priorise les bonnes actions aux bons endroits là, dans les prochaines années, parce que bon, les ressources sont limitées. Une des raisons aussi pourquoi je suis venue m'installer à Sherbrooke pour les études, c'est pour un peu la réputation de Sherbrooke comme ville verte. Donc, c'est sûr de pouvoir contribuer à ça. C'est vraiment un mandat qui m'intéresse. Ce concept reviendra l'été prochain. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Avis aux amateurs de course automobile, une exposition temporaire consacrée à Gilles Villeneuve va être inaugurée demain au parc Jean-Drapeau, à découvrir des archives inédites, des objets, des photos et des vidéos fournies par la famille du célèbre pilote. Marika Simard l'a visité. Tu as travaillé très, très fort en coulisses pour mettre en place cette exposition-là, mais tu l'as encore jamais vue, jamais encore parcouru, et j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Ça fait super plaisir. En 74, tout jeune, regarde les gars. Ben oui, un bébé. Il avait quel âge en 24 ans. 24 ans, c'est ça. En 74, la carrière de Gilles commence en Formule Atlantique. Okay. Donc Gilles, il avait commencé l'année précédente, il avait suivi son cours de pilotage, 73. Et là, il est allé voir Écurie Canada. Il est allé taper à la porte, il a dit « Moi, je veux piloter pour toi. » Écurie Canada, il a dit « J'ai besoin de 50 000. » OK. Il s'en va, il vend la maison. Une semaine plus tard, il retourne voir Écurie Canada et il dit « Voici ton chèque. » Il a vendu la maison. Il a vendu la maison. La maison familiale. Exact. OK. Ta mère a dit rien à ce moment-là? J'imagine, pas j'imagine, je le sais, là, elle était comme « Wow! » T'es sûre de ton affaire, Gilles? T'es sûre, là. La première course, il arrive 3e. Wow. Ça commence bien. Et puis, 2 courses plus tard, il y a un accident à Mosport et il se casse la jambe. Saison finie, terminée. Là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire? 75 a été une année très difficile. C'est donc en 75, Gilles n'a pas les sous. Fait que là, avec ma mère, ils discutent, puis là, ils décident, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, on va aller acheter le châssis et le moteur de la Grande-Bretagne sur crédit. Adviendra ce qu'adviendra, on saute dans le néant, on prend une chance incroyable. Mais il était confiant. Il a toujours eu cette confiance-là. Mais il faut être un peu... faut prendre des risques.
faut prendre des risques, faut taper la limite, faut être sûr de soi-même, c'est sûr. Mais ce que je trouve inspirant, c'est à un moment donné, il faut se jeter en se disant j'ai confiance dans l'avenir, dans mon potentiel. Dans le total, dans la saison, il finit 5e. Et donc, c'était incroyable. Et là, c'est comme wow. Fait que après ça, on s'en va en 76. OK. Il a l'air anxieux là-dessus. Là, anxieux, tu dis? Oui. En tout cas, il a l'air dans sa tête. Là. Dans sa tête, il réfléchit. Bien, c'est parce que là, ça a été dur. Le 74, il s'est rebâti avec la saison Atlantique 75. Et puis là, il fait une saison incroyable. Il gagne 9. Il n'y a pas le choix de gagner à ce moment-là. Il n'y a pas le choix de gagner, mais il a la meilleure voiture et c'est le meilleur pilote. Et donc, il gagne pratiquement toutes les courses. Il gagne le championnat. Mais que la reine appelle Gilles, il y a une option de 3 courses en 77. J'ai des frissons. C'est ça qui arrive. Okay. C'est comme une histoire, un conte de fées, mais c'est pas un conte de fées facile. Il a voulu, il a donné. C'est pas juste Gilles chez Ferrari. Comment il s'est rendu chez Ferrari, c'est ça le spécial, c'est ça qui est spécial. C'est ça le mystère qu'on essaie de démontrer ici. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info. De première à Trois-Rivières, on pourra enfin découvrir le nouveau spectacle Hommage du Cirque du Soleil. Et cette année, Coralie, c'est un artiste que j'aime beaucoup, comme plusieurs Québécois. On rend hommage au seul et unique Jean Leloup. Voilà, ce soir, c'est première du spectacle Paradis perdu présenté ici à l'amphithéâtre Cogeco. Et pour le 10e opus de la série Hommage, on peut s'attendre à une soirée forte en émotion, donc des décors et des numéros acrobatiques absolument éclatés, là, tout comme l'univers de Jean Leloup. Et cette année, les spectateurs auront droit à 6 nouveaux numéros acrobatiques jamais vus ici à Trois-Rivières. Cette année encore, des spectateurs pourront vivre une expérience immersive. On les appelle les Santoucans et ils seront plongés au cœur de Paradis perdu. Jean Leloup, bon, on le sait, est resté assez discret ces dernières années, mais aussi par rapport à son implication dans le processus créatif de l'événement. Il a fait une seule demande spéciale, un corbeau sur la scène. Je dirais énervé dans le sens positif, là, un peu. C'est toujours un beau moment, ces premières-là. En plus, cette année, on sait que c'est un spectacle là, qui a fonctionné à date dans la vente de billets comme jamais. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment hâte à la première et de découvrir le spectacle, bien sûr. La série Hommage à Jean Leloup sera présentée ici à l'amphithéâtre Cogeco jusqu'au 15 août prochain. Alors, sera-t-il sur place? On va revenir à 22 h. Merci, Coralie. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. À 22 h, on va se revenir sur la victoire de l'Argentine face à l'Angleterre qui passe donc en grande finale de la Coupe du monde de soccer.